Bien, le titre qui est affiché, l'enseignement d'Argic 1 et 2, c'est un titre tronqué, parce qu'en fait, l'idée, c'était de mettre à la mémoire de ceux qui n'ont pas vécu ça, parce que, bon, comme je suis un peu plus ancien que beaucoup de gens ici, donc j'ai eu la possibilité de vivre personnellement des travaux qui ont été faits du temps d'Argic, et même des connaissances d'avant. Donc j'ai voulu remettre les connaissances actuelles ou toutes les connaissances auxquelles on peut accéder dans un cadre un peu plus général que juste nos projets de recherche français. Alors tout d'abord, il faut voir que le fait d'avoir des argiles qui ont des mécanismes de retrait-gonflement, ce n'est pas simplement une affaire française. Des sols argileux, il y en a dans le monde entier, et donc depuis les années 1950, parfois même un peu avant dans les congrès routiers, c'était un sujet de conversation déjà et de discussion. Donc j'ai mis sur la gauche là des listes de congrès depuis 1960, depuis 1965. Il y a eu des congrès sur les sols gonflants. Et puis à partir de 1996, les sols gonflants se sont transformés en sols non saturés. Et donc, il n'y a plus de congrès sur les sols gonflants, mais il y a eu des congrès sur les sols non saturés, et ça continue encore. Donc, il y en a régulièrement, comme vous pouvez voir sur cette figure, et en plus, il y a des conférences régionales qui sont organisées, enfin, régionales au sens des associations internationales, c'est-à-dire par continent. Donc, en fait, il y a énormément de lieux de congrès qui sont consacrés à ces sujets. Puis il y a plein de livres qui ont été publiés aussi. Donc depuis 1969, là, je donnais la liste des livres qui existaient vers 2010 à peu près. Donc il y a de l'information. Et les cartes des zones de sol gonflant, ben, celle-là, elle est un peu, je dirais, un peu imparfaite, même très imparfaite, parce que il y a des zones qui manquent complètement. Mais sur la carte d'après, là, qui a été faite par des Anglais, ben, on voit que l'Angleterre, elle a des sols gonflants. En France, il y en a aussi, mais là, elles ne s'apparaissent pas sur la carte. Il y en a aussi en Espagne. Enfin, donc, il y a plein d'endroits dans le monde avec beaucoup de gens qui se préoccupent du sujet. Ils s'en préoccupent depuis longtemps. Je me souviens d'avoir lu un article de 1965 qui expliquait déjà qu'il fallait mettre des trottoirs autour des maisons pour éviter l'évapotranspiration. Donc, en fait, les idées qui peuvent paraître innovantes à l'heure actuelle ne sont pas nécessairement innovantes quand on a une connaissance de ce qui existe avant. Les cycles de sécheresse et de humidification des sols, c'est aussi quelque chose qui existe depuis longtemps. Alors dans le cadre d'Argic, j'ai regardé comment les pluies par semestre se répartissaient en France. Alors j'ai regardé, je sais pas, une vingtaine de stations météorologiques de Météo France. Là, j'en ai mis que 2, mais on voit dans les zones où il y a des colonnes basses, en fait, ce sont des périodes de sécheresse. Et des périodes de sécheresse, il y avait 2003, il y en a eu plus depuis, les dernières de ce tableau datent de 2003, il y en a eu vers 89. Mais dans les années 50, il y en a eu aussi, sauf que dans les années 50, je pense que les gens avaient d'autres préoccupations de regarder si leur maison se fissurait. Ils avaient d'abord la préoccupation de construire des maisons après la guerre. Donc en fait, c'est un phénomène ancien aussi. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique. C'est historique, mais ça a déjà existé. En France, le régime des catastrophes naturelles pour le retrait-gonflement des argiles date de 89, en fait. Mais en Angleterre, ils ne sont pas couverts par ce genre de règlement-là. Ils ont commencé à prendre en compte le retrait-gonflement dans les assurances à partir de 1970. Donc en fait, là aussi, il y a une ancienneté assez grande sur tous ces sujets-là. Alors, ça, c'est des pages qui sont faites en fait pour servir après ma présentation, parce que les lire, ça prend énormément de temps. J'ai essayé de faire la liste de toutes les choses qui ont été faites en France depuis le début. Enfin, depuis le début, pour nous, c'est la fin des années 1970. C'est une époque où il existait un organisme qui s'appelait le CEBTP, qui après a disparu, mais qui à l'époque était le centre le centre technique pour ce genre de problème. Les ponts et chaussées s'occupaient des routes et le CEBTP s'occupait plus du bâtiment.
Et donc en fait à cette époque-là, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits, qui sont traduits notamment par des articles de Gérard Philippona, qui à l'époque était dans le CEBTP, puis après il en est parti. Mais il y a des articles sur des exemples de désordre dû au sol gonflant dans la région parisienne. Il y a des articles, des conférences sur les sols gonflants en France. Il y a en 91, il y a eu un article dans la revue française de géotechnique. En 92, sous l'impulsion d'Habib, il y a eu 4 articles qui ont été publiés dans la même revue au début de l'année 1992, qui donnent des exemples de sinistres de la région parisienne, le point de vue du contrôleur technique, le point de vue de l'expert et les conditions d'application de la loi sur les catastrophes naturelles, en fait, pour les retraits et le gonflement des argiles. Tous ces documents-là, ils sont accessibles puisque ce qui a été publié dans la RFG est accessible sans problème, c'est par Internet. Donc on a beaucoup d'informations déjà à cette époque-là. Au cours de cette période-là, qui était avant les années 2000, enfin, c'est donc des publications qui ont été faites d'une part par le CEBTP. Donc il y a un guide pratique qui est à 3 fascicules qui traite de ces problèmes-là. Il y a un ouvrage de la documentation française et il y a des présentations de l'agence de l'AQC, de l'agence qualité construction, qui contient beaucoup aussi d'informations et de conseils pour ces problèmes. J'ai noté en bas, parce que je pense que ce que je pense au fond de moi-même, que beaucoup des pratiques actuelles, en fait, elles existaient déjà dans ces documents. On n'a pas fait des changements qualitatifs, on n'a pas inventé de choses extraordinaires. On essaye de les appliquer, parfois en oubliant que ça existait avant. Mais en fait, quand on lit ces documents, on a déjà une bonne idée de tout ce qu'il y a dans les idées actuelles. En 2008, à la fin d'Argic, on a organisé un symposium international qui s'appelait SEC 2008 et qui, au cours duquel Roger Cogent avait présenté fait une présentation sur les programmes de recherche qui étaient soit déjà réalisés, soit en cours, soit programmés en France sur ce sujet. Et c'est là qu'on trouve plein de choses. En fait, on trouve les travaux du BRGM qui ont commencé vers 1998. Après, il y a eu beaucoup de projets. Il y a eu un projet génie civil urbain coordonné par le BRGM. Il y a un projet de la Fondation Maïf, coordonné par Armin. Armin, c'est en gros l'école des mines, hein, sous un nom administratif. Le projet R2DS Île-de-France, qui était, en fait, j'ai pas trouvé le coordonnateur, mais c'était l'école des mines, l'école des ponts, enfin des organismes comme ça. Après, il y a eu le projet Argic, qui a été coordonné par le BRGM. Et puis après, en parallèle, il y avait le projet de la Fondation Maïf, qui était coordonné par Météo France. Ensuite, il y a eu en parallèle des actions de recherche du LCPC, devenu IFSTAR, et puis des CT, devenus CEREMA, qui se sont succédés sur d'abord les sols gonflants, le dimensionnement des ouvrages géotechniques, puis l'évaluation des risques liés à la sécheresse, puis l'effet de la sécheresse sur les bâtiments et les infrastructures. Ensuite, il y a eu une action de recherche de l'INRA sur la sécheresse et la forêt. Et puis, il y a eu le projet de recherche Argic 2, qui a été le dernier projet, enfin dans la suite d'Argic 1, qui était coordonné par l'IFSTAR, par moi-même et Sébastien Burlon. Donc tout ça, ça nous amène à 2014. Et bon, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, il y a beaucoup de participants dans tous ces projets. Il y avait 10 à 15 organismes qui participaient. Donc il y a eu beaucoup de travail de fait. Et ce travail, il a permis de se convaincre qu'on savait déjà beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut considérer comme acquis? D'abord le fait que le retrait-gonflement des sols argileux, il est lié à la nature du sol, enfin au sol lui-même. Il est lié aux variations de teneur en eau et il dépend des charges appliquées. Et puis aussi, il y a l'influence des arbres. Donc la figure de gauche, c'est une courbe de retrait-gonflement classique dans laquelle on voit l'influence de la teneur en eau. Au milieu, on a
des essais de gonflement en parallèle qui sont normalisés, dans lesquels on voit que suivant la charge qui est appliquée, l'effet de la mise en eau va avoir un effet différent. Le sol ne va pas gonfler exactement pareil. Et puis la figure de droite, là, c'est juste pour rappeler que si vous avez des arbres à côté d'une maison, en général, c'est assez défavorable et que le risque, les dégâts que subira le bâtiment, ils sont liés en partie à deux choses. D'une part, à la distance de l'arbre par rapport aux fondations, et d'autre part, de la nature de l'arbre, parce que suivant les arbres, ils ne vont pas chercher l'eau à la même distance et avec la même puissance. Argic, c'est un programme compliqué, le programme Argic. Il y avait 3 grandes parties, une sur les interactions sol-structure, la pathologie, la prévention, réparation des désordres. Une autre sur des études expérimentales pour essayer de caractériser les sols organiques, les sols sensibles, pardon. Et puis un dernier module sur les mécanismes de propagation de la sécheresse dans le sol et la modélisation. Alors ça a fourni des choses, disons, de contenu inégal, comme tous les travaux de recherche. Quand on se lance dans un sujet, on n'a pas nécessairement à la fin le résultat qu'on aurait pu souhaiter. Enfin, néanmoins, il y a beaucoup de travail qui a été fait et dont les comptes rendus, enfin dont les résultats sont résumés dans les multiples rapports qui ont été issus de ce programme. Alors, dans le cadre d'Argic, on a fait dans quelque chose, disons, d'inhabituel. On a construit une maison dans un hall, et cette maison, elle était construite sur des vérins. En fait, c'était pour pouvoir, en jouant sur les vérins, simuler les effets du déplacement du sol sous les fondations. Et puis, comme on croyait pas, on n'avait pas confiance dans la régularité des phénomènes de retrait-gonflement dans la nature, on a décidé de se le faire de façon mécanique. Alors, c'était une maison individuelle classique. On a demandé à un maçon de la construire en suivant les DTU. Et puis, il nous a fait une maison dans laquelle il y avait une partie avec un sous-sol, une partie avec un terre-plein, enfin sans dalle. On avait donc les semelles, et puis au-dessus, on avait un soubassement de parpaing pour arriver jusqu'au niveau qu'on voit dans une maison. Ce qu'on voit dans une maison, c'est ce qui est au-dessus du niveau du sol, là, sur la figure. Donc, en fait, au-dessous de ce qu'on voit, il y a ce qu'on voit sur cette photo-là et qu'on ne voit pas dans la vie réelle. Et donc, on a mis des chaînages comme il fallait. Et donc, après, on a joué avec les vérins. Alors, on s'est rendu compte que ça fonctionnait, que là, une maison construite, normalement, ça fonctionne bien. Et qu'on pouvait enlever les vérins sur la moitié de la maison et que la maison est restée intacte, elle ne se fissurait pas, en fait. Alors, en continuant, puis on a fait plusieurs essais, finalement, il s'est produit une fissuration dans un angle de la maison. Et c'est une fissuration qui, en fait, était liée à un défaut de fabrication. Et le défaut de fabrication, tel qu'on l'a identifié, c'est que quand on construit une maison avec des parpaings, avec des chaînages, en fait, on a des barres métalliques qui sont dans certains endroits, là, ceux qui étaient marqués en rouge sur la figure du haut. Et puis, les barres métalliques, il faut qu'elles soient scellées avec un coulis de ciment, comme on les serre dans les scelle dans le béton armé. Sauf que pendant la construction, on utilise un autre type de coulis pour mettre en place les parpaings. Et puis, si le maçon ne fait pas attention, l'endroit où il doit venir sceller ces barres métalliques, en fait, ils sont déjà remplis de coulis. Puis, s'il ne les vide pas, en fait, le coulis, il a été scellé avec un coulis qui ne convenait pas. Et donc, c'est ça l'explication, en fait, de ces fissures qui sont apparues après un certain nombre de phases de sollicitation. Donc, l'idée quand même qu'on a retirée de ça, c'était qu'une maison bien construite, ça résiste au mouvement des fondations. Pouvant déduire que beaucoup de maisons fissurées n'ont sans doute pas été bien construites. Alors, dans le bilan qui a été fait du programme Argic, j'ai repris cette page, en fait, qui était une page qui avait été faite par le responsable d'Argic, et qui dit que on a fait un numéro spécial de la Revue française de géotechnique, qu'on a organisé le symposium international SEC 2008,
Et puis il y a eu plein d'autres publications au cours du temps dans différents congrès et des thèses. Alors, ARGIC 2, c'est le programme qui est venu à la suite de ça. Et en fait, c'est un programme qui a été financé par les directions centrales du ministère de, je ne sais pas comment il s'appelait à l'époque, peut-être écologie. Il a beaucoup changé de nom dans cette période-là. Et donc, ce qu'attendait le ministère, en fait, c'est d'avoir des guides. Et donc, on a donné la priorité en guide. On a fabriqué 3 guides sous le titre général retrait et gonflement des argiles. Un premier guide qui explique comment on caractérise un site pour la construction d'une maison. Un deuxième, comment on protège une maison de la sécheresse. Et un troisième, comment on répare une maison. Bon, j'ai eu l'occasion d'y relire, parce qu'en préparant ça, du coup, je les ai relus. Et bon, honnêtement, c'est pas mal ce qu'il y a dedans. Donc ça contient, je pense, l'essentiel des idées qu'on doit avoir en tête quand on gère des problèmes de retrait-gonflement. Donc dans le guide 1, on raconte la façon dont il faut organiser la reconnaissance du site, et puis ce qu'on en tire. Le guide 2, il explique en fait comment, en fonction de l'évaluation qu'on fait du site, en termes à la fois de nature du terrain, mais aussi d'environnement favorable ou pas. Enfin, environnement favorable ou pas, par exemple, ça peut être un environnement qui a une pente qui fait que l'eau va arriver vers la maison, enfin des choses comme ça, quoi. Ou des arbres. Donc en fait, il y avait des conseils qui sont donnés en fonction de si on gère les écoulements, si on met des écrans anti-racines, des terrasses périphériques, etc. Et puis le troisième guide, je n'ai pas mis de dessin, lui, il explique en fait quels sont les désordres qui peuvent être observés dans des maisons, à quoi ils sont liés dans le comportement structurel de la maison, quelle est l'origine, comment on les analyse et comment on les traite. Et puis à la fin, il y a une partie sur la partie coûts et démarches d'assurance. Alors le programme ARGIC 2, en fait, il avait des thèmes, 3-4 thèmes, qui étaient d'une part liés à essayer de faire diminuer la vulnérabilité du bâti, ensuite instrumenter des sites expérimentaux, notamment pour voir quelle est la profondeur de la sécheresse, l'enfoncement de la sécheresse, ensuite la compréhension des mécanismes de retrait et gonflement des sols à partir d'essais en laboratoire, et puis la cartographie du retrait-gonflement. Donc ça, c'est des choses qui ont progressé, disons, à la vitesse des projets de recherche normaux, c'est-à-dire pas très vite, quoi. Dans certains cas, on a des résultats, et puis dans d'autres, on n'en a pas. On conclut qu'il faut continuer la recherche. Alors, le dernier thème, là, j'ai marqué cartographie du retrait-gonflement. Un des problèmes qu'on a avec la cartographie, c'est que les cartes qui existent, elles sont faites sur des plans, des cartes au 50 millième, voire 25 millième dans le meilleur des cas, et que le 25 millième, ça ne permet pas de voir les parcelles. La largeur du trait, elle est plus grande que la parcelle elle-même. Donc on a un problème pour identifier à partir de ces cartes-là la situation des parcelles sur lesquelles on a envie de construire. Et donc l'idée, c'était de voir si on pouvait améliorer ça. La réponse, c'est que, on n'a pas encore trouvé la réponse, c'est que donc, ça reste un problème. Et donc, à cause de ça, il est nécessaire quand même de faire des reconnaissances sur chaque site, parce que on n'a pas le fait de dire on est en zone rouge ou orange ou je ne sais quoi sur la carte du PRGM, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argile. Hein. Ça veut dire juste qu'on est dans une zone où en majorité il y a de l'argile. Mais moi, quand au début j'ai été mêlé à la gestion par l'administration centrale de 2003, des sécheresses de 2003, à l'époque j'avais été étonné de trouver de l'argile dans le Jura, parce que pour moi le Jura c'est un massif calcaire. Sauf que les roches calcaires, elles contiennent toujours un peu d'argile. Et quand elles se désagrègent, quand elles se décomposent, quand elles évoluent, l'argile, elle se retrouve dans des endroits où elle s'accumule. Donc on peut très bien avoir des zones argileuses dans un massif purement calcaire. Donc la vraie vie, elle est compliquée, parce que la géologie est compliquée. ARGIC 2, qu'est-ce que ça a apporté comme conclusion? L'idée qu'on en a tiré, c'est que le retrait-gonflement, c'était un risque maîtrisable,
à condition de respecter un certain nombre de principes. La deuxième, c'est que sur les sites expérimentaux et la profondeur des fonds de sécheresse, il faut continuer de rassembler des données. Ce qu'on avait dans l'idée au départ, c'est que si vous êtes à Lille ou je sais pas, ou dans le Grand Nord, vous avez la sécheresse, elle ne va pas s'enfoncer beaucoup. Si vous êtes dans le sud de la France, ça sera de plusieurs mètres, voire plus. Et si vous êtes en Tunisie, ça sera une dizaine de mètres ou plus. Donc en fait, il y a quand même une relation entre la profondeur de la sécheresse et la zone climatique. Mais ça, on l'a pas. On n'est pas capable d'en faire on a des idées générales, mais par contre, on n'a pas des idées précises qui permettraient de le traiter. Donc il faut continuer de rassembler des données. Le mécanisme de retrait-gonflement, les mécanismes, on considère qu'ils sont compris, mais enfin, il faut essayer d'en faire quelque chose directement applicable par quelqu'un dont le travail, c'est pas de faire de la recherche. Et puis sur la cartographie du retrait-gonflement, problème complexe non résolu. Donc l'idée après, c'était de travailler sur des sols naturels intacts, parce que quand on prélève les sols, en fait, en général, on les décomprime, donc ils changent de propriété. Il y a un risque que les sols qu'on traite en laboratoire ne soient pas les bons. Il faut gérer la pénétration de la sécheresse. Il y a une norme australienne qui, moi, m'avait bien plu, qui, en fait, en Australie, ils ont classé, ils construisent beaucoup les maisons en préfabriqué. Donc, ils posent des fondations et dessus, ils mettent des structures. Et donc, ils ont des règles qui sont liées à la caractérisation du retrait-gonflement des sols, avec donc une règle pour la partie retrait, une règle pour la partie gonflement. Et puis, en fonction d'un indice qu'ils calculent sur cette base-là, ils donnent des contraintes, des contraintes normatives, disons, sur la façon dont il faut gérer les fondations. Et puis, pour le reste, on essaye de progresser un peu dans les calculs notamment. La dernière phrase, elle n'est pas neutre, étudier et analyser l'expérience étrangère. Je pense qu'on ne l'a pas fait beaucoup dans les programmes de recherche français et qu'il faut aller dans ce sens-là parce qu'on n'est pas seul au monde. Et quand on regarde tout ce qu'il y a comme sols qui ont ces problèmes-là dans le monde, à l'évidence, il existe d'autres spécialistes que nous. Et donc, on peut certainement tirer profit de leur travail. Argic 1 et Argic 2, ils ont produit, en part tout ce qu'on a cité pour Argic, ils ont produit donc des rapports, des publications. Pour Argic, ils sont sur le site du BRGM. Pour Argic 2, à l'époque, ça s'appelait IFSTAR. IFSTAR est devenu Université Gustave Eiffel. Je ne sais pas si... j'ai pas vérifié si ces guides ils étaient accessibles sur ce site, mais ils existent. Il y a quelques personnes qui possèdent la collection des rapports d'Argic et de Argic 2. Et donc, de toute façon, on les mettra à disposition. Et en termes de guides, donc, il y a les guides, les 3 guides dont les couvertures sont représentées en dessous, qui ont été publiés en 2015. Il y a eu un guide du ministère, je pense que c'était à l'époque, développement durable et puis aménagement du territoire, je ne sais pas, pour avoir qui a fait un guide aussi. Il y a eu 2 symposiums internationaux, une journée AQC. Donc en fait, pour ceux qui ont envie de lire, il y a beaucoup de choses qui existent. Et c'était là-dessus que je voulais terminer